Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce 13h décalé. Maintenant, les titres de votre édition. Ouverture ce mercredi de la 7e édition du Forum pour la Révolution verte. Ouverture officielle en présence des chefs d'État et de gouvernement qui ont donné leur vision en matière de secteur agricole. Le président Alassane Ouattara est revenu sur les défis de l'agriculture. Lancement des activités de la Banque d'Abidjan hier en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'était dans les locaux de la Poste de Côte d'Ivoire. La Banque d'Abidjan vient rejoindre les 27 banques et établissements financiers opérant déjà en Côte d'Ivoire. À l'étranger, on parle de catastrophe naturelle. L'ouragan Irma se rapproche des Antilles et des Caraïbes. C'est un ouragan qui vient de passer en catégorie 5, catégorie maximale. Tout d'abord, ici à Abidjan, l'ouverture officielle du 7e Forum sur la Révolution verte. C'est une politique de développement agricole visant à renforcer la sécurité alimentaire. Le président Alassane Ouattara a officiellement ouvert les travaux ce matin en présence de plusieurs autres chefs d'État étrangers et de gouvernement. Le thème de cette 7e édition est « Accélérer la marche de l'Afrique vers la prospérité, contribuer à la croissance d'économies inclusives et à la création d'emplois à travers l'agriculture ». Je vous propose maintenant d'écouter le président Alassane Ouattara qui vient de partager sa vision. Il a insisté sur les enjeux de ce forum qui doivent mettre l'accent sur l'agriculture. Le chef de l'État est revenu donc sur les défis de l'agriculture. Extrait. Le secteur agricole en Afrique représente en moyenne 16% du PIB de nos pays et fournit du travail à environ 60% de nos populations. On me reproche souvent de donner des chiffres, mais c'est une déformation professionnelle. Mais je crois que c'est important de situer les enjeux. Voyez-vous, quand même 60% de la population pour seulement 16% du PIB. C'est dire que nous avons du chemin à parcourir. Dans de nombreux pays africains, l'agriculture est aujourd'hui source de création d'emplois, ce qui est important, et de richesse et de développement durable et inclusif. Et nous devons donc faire en sorte de mettre l'accent sur l'agriculture. Un rapport récent de l'OCDE décrit bien cette dynamique du secteur agricole en notant que plus de la moitié du recul de la pauvreté est imputable à la croissance des revenus agricoles, contre seulement 10% à celle des revenus non agricoles. Alors vous comprendrez aisément pourquoi, au cours des 5 dernières années, nous avons plus que doublé le revenu des paysans et des producteurs dans le secteur agricole. Parce que c'est là que nous pouvons réduire la pauvreté et c'est ce qui s'est produit en Côte d'Ivoire. La pauvreté a diminué grâce à cet effort d'investissement dans l'agriculture. Voilà, c'est un extrait du discours du chef de l'État à l'ouverture de la 7e édition du Forum sur la Révolution verte. Le forum se tient en présence de bailleurs de fonds, d'investisseurs privés, de personnalités étrangères et de chefs d'État africains, notamment la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, qui est arrivée ce matin à Abidjan. Elle a été accueillie à l'aéroport par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Au programme, la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, aura un tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara. Les deux hommes d'État vont échanger sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria après le forum qui s'est ouvert ce matin. Et en parlant justement de la cérémonie d'ouverture de la 7e édition de ce forum africain pour la Révolution verte, nous sommes en direct avec Herman Guivet. Bonsoir Herman. Bonjour Delphine. Vous êtes en ce moment donc à l'Hôtel Ivoire dans le cadre des assises sur la Révolution verte. Que peut-on déjà retenir de cette journée, Herman? Delphine, ce qu'on peut tout de suite retenir, c'est que beaucoup de chefs d'État, n'est-ce pas, sont donc manifestés donc à Abidjan
Ils ont répondu à l'invitation du président de la République et des organisateurs de ce forum. Vous le soulignez à l'instant, la présidente Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, l'ancien président du Nigeria Olusegun Obasanjo, l'ancien président du Ghana John Kufuor, l'ancien président de la Tanzanie Tilkwete. Avec eux, eh bien, le représentant du président du Togo, son premier ministre donc, qui était présent. Ce qu'il faut également retenir, c'est qu'un haut panel, n'est-ce pas, a animé cette cérémonie d'ouverture, un panel qui a permis aux bailleurs de fonds de réaffirmer leur vision d'accompagner tous les projets et qui devraient permettre à l'agriculture en Afrique de connaître un essor considérable. Ce qu'il faut également retenir, c'est qu'au cours de cette cérémonie d'ouverture, on a procédé à la remise du prix de l'alimentation, un prix qui a été décerné à 2 lauréates, une qui nous vient donc du Kenya et une autre qui nous vient du Mali. Elles ont été récompensées pour leurs efforts et leurs actions engagées en faveur de la promotion de l'agriculture dans leurs pays respectifs. Et Herman, donc, quelles sont les grandes idées mises au cours de cette cérémonie d'ouverture ce matin? Qu'est-ce qu'on retient déjà? Alors, de grandes idées, il y en a eu beaucoup ce matin. La première, celle émise par le Premier ministre togolais, qui représentait donc le président du Togo, le Premier ministre togolais, qui a surtout réaffirmé que les pays africains devraient miser sur la transformation de leurs produits agricoles afin d'éviter aux jeunes Africains, pour rester fidèles à ces termes, d'aller mourir dans la Méditerranée. Cette solution devrait permettre, n'est-ce pas, de booster l'agriculture en Afrique, un point de vue qui a été bien entendu soutenu par la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, qui a d'ailleurs à cet effet réaffirmé son attachement à cette vision de faire de l'agriculture en Afrique le levier du développement. Un autre point de vue, une autre vision qui a également été défendue par le président de la République et le chef de l'État Alassane Ouattara a réaffirmé la volonté de la Côte d'Ivoire de toujours rester fidèle à son engagement dans le financement de toute procédure, de toute activité devant s'inscrire dans la promotion de l'agriculture en Côte d'Ivoire et en Afrique. Merci Herman. Ce soir, la rédaction. Alors, ce que je voudrais également rappeler, Delphine, si vous me le permettez, c'est que le forum se poursuit jusqu'au vendredi et en attendant donc les échanges qui ont lieu en ce moment vont se poursuivre certainement, ce qui permettra aux différents partenaires d'échanger de plus en plus sur le sujet débattu depuis l'ouverture de ce forum. À vous l'antenne, Delphine. Merci Herman. Ce soir, la rédaction de RTI1 reviendra largement sur cette actualité, la 7e édition du forum sur la révolution verte. Mais avant, avec Noël Gnagno, nous allons voir la situation de l'agriculture en Afrique subsaharienne. Regardez. Institué en 2010, le Forum pour la Révolution verte de l'Afrique, AGRA, est à sa 7e édition, la première en territoire francophone ici à Abidjan. Avant la cérémonie officielle d'ouverture prévue ce 6 septembre, les participants évaluent l'agriculture africaine au sud du Sahara. Une agriculture faite majoritairement par des petits exploitants sur des surfaces en moyenne de plus de 2 hectares, selon le rapport sur l'agriculture en Afrique, édition 2017. Cette agriculture est peu productive, en cause la dégradation des sols à hauteur de 25%. Une faible utilisation des engrais, en moyenne 14 kg à l'hectare, là où on compte 50 kg, voire plus dans le reste du monde. Autre handicap de l'agriculture africaine, la qualité des semences et leur utilisation. Seulement 10% des terres cultivées le sont avec des semences de qualité. Juste dans les cultures de rente, et comme si cela ne suffisait pas, l'agriculture africaine paie un lourd tribut au changement climatique et est encore dépendante de la pluie. La pauvreté est plus présente en milieu rural. En Côte d'Ivoire, par exemple, 2 pauvres sur 3 sont issus du milieu rural. Il faut donc créer les conditions de la prospérité du secteur agricole. Donc, agir. Comment agir et avec quels moyens? Les experts défrichent depuis ce lundi le terrain. Ils vont certainement le baliser pour éviter la dispersion des moyens et donner aux politiques les arguments pour décider en toute connaissance de cause pour le bonheur de l'agriculture africaine. Et voilà la 7e édition du Forum sur la Révolution verte en Afrique. C'est ouverte donc ce matin, mais depuis le 4 septembre, des experts ont réfléchi sur des thématiques, notamment l'accès au financement des projets agricoles en Afrique. On fait le point avec Cheikh Koné. L'investissement dans l'agriculture constitue la meilleure manière de réduire la pauvreté et la faim en Afrique. Malheureusement, l'accès à cet investissement reste encore problématique. Pourtant, ce ne sont pas les mécanismes alternatifs de financement qui manquent, mais
il demeure encore très méconnu des agri-entrepreneurs africains. En termes de financement possible, il y en a beaucoup. Il y a tout un spectre d'investissement entre les fonds de capital risque jusque les organisations non gouvernementales. Là, ce que l'on fait, c'est qu'on fait tourner des compétitions où les entrepreneurs peuvent envoyer leurs dossiers sur notre site internet. On les analyse, on regarde et on en sélectionne certains pour faire un business plan, donc un plan d'affaires sur 3 à 5 ans. Selon ces experts, la jeunesse africaine devrait s'intéresser davantage au business agricole, la clé du développement économique des pays africains. Beaucoup d'entrepreneurs, de jeunes, ne veulent pas aller dans l'agriculture parce qu'ils pensent que s'il n'y a pas d'argent, c'est beaucoup de travail. Cette mentalité-là doit changer parce que dans l'agriculture, il y a beaucoup d'argent à se faire. Présent à cet atelier, Amadou Gallo Fall, ancienne gloire africaine de basketball et par ailleurs vice-président de la Ligue professionnelle américaine de basketball, a réaffirmé son engagement dans le financement des projets agricoles. L'agriculture peut jouer un rôle fondamental pour évidemment contribuer au développement socio-économique de l'Afrique. Nous avons tout sur ce continent, il y a les terres, le climat s'y porte et il y a un besoin réel dans tout le monde d'avoir un grenier et l'Afrique peut être ce grenier. Selon la Banque africaine de développement, chaque année, l'Afrique dépense presque 17 500 milliards de francs CFA dans les importations de produits agricoles. En 2025, ce chiffre devrait être porté à 55 000 milliards de francs CFA, d'où la nécessité d'agir vite et maintenant pour plus de financement en faveur de l'agriculture en Afrique. Reportage signé Cheikh Koné et Noël Nyagno. Développer l'agriculture de l'avis des spécialistes, c'est régler les problèmes de la sémence de qualité. Pourquoi? Quelle est la situation des semences en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire? Un élément de réponse en 4 minutes 45. L'agriculture, au commencement, était la sémence, la raison. Les semences, c'est la matière la plus importante au niveau de l'agriculture. C'est tout ce qui est utilisé pour ensemencer. Si on n'a pas de la semence, on ne peut pas faire la plantation. D'abord, son existence, faire la plantation. Et elle reprend 80% de toute l'activité elle-même. Ça fait 40%, comme on le dit, de la productivité. C'est la quantité de la semence qui détermine un projet. Si vous voulez produire 10 hectares et que vous avez seulement que 2 hectares de semences, en semences, vous ne pouvez qu'ensemencer les 2 hectares. Si vous avez une semence qu'on peut produire 2 tonnes à l'hectare, que vous en menez tout ce que vous voulez et que ça donne 1 tonne, votre projet pose problème. C'est pour cela que la productivité, c'est lié à la certification de la semence. Le constat en Afrique, à peine 10% des terres emblavées le sont avec des semences de qualité, uniquement pour les cultures de rente, selon la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Autre donnée connue, le volume des besoins en semences. Nous avons besoin d'1 million ou voire 1,5 million de tonnes de semences, tout secteur confondu. Comme on le voit, le fertilisant du développement de l'agriculture productive en Afrique est connu. Le volume à injecter aussi. Reste maintenant à mettre en place l'industrie sémencière pour réconcilier l'offre et la demande de semences de qualité pour une agriculture davantage performante. Avec elle, le développement de la chaîne des valeurs et les emplois du secteur. La recherche sous-emploi, les producteurs de semences sous-emploi, les agriculteurs multiplicateurs, c'est sous-emploi, le traitement de la semence, c'est sous-emploi, la conservation de la semence, c'est sous-emploi, le transport de la semence, c'est sous-emploi. Aussi bien pour les cultures vivrières que pour les cultures pérennes. Il faudrait que dans cette industrie semencière, le commencement, c'est par la recherche avec les collections. La collection vous permet d'avoir la matière première, les ressources génétiques qui sont dans ces espaces-là. Donc, financer d'abord la collection, les prospections, l'entretien et le travail d'amélioration. Quand nous avons créé la variété, cette variété n'est pas encore chez les entrepreneurs agricoles. Il faut maintenant produire la semence. Là également, cela demande l'apport d'un investissement, l'investissement dans la production de semences proprement dites, pour que la variété, les progrès génétiques réalisés par la recherche soient à la disposition
des bénéficiaires que sont les entrepreneurs agricoles et les consommateurs à la fin de la chaîne. Au-delà de la création d'emplois directs et indirects, la semence de qualité résout le problème de la pression foncière. Où vous faites 250 kg à l'hectare, si avec des variétés améliorées comme sur le coton, vous faites 1 tonne et plus, vous aurez plus de revenus. L'État de Côte d'Ivoire aura plus de matières premières à exporter. Donc les recettes d'exportation de la Côte d'Ivoire seront améliorées. Pour ce qui est des productions vivrières, aujourd'hui nous avons des pépiniéristes de bananiers plantains qui peuvent produire à contre-saison. Donc là aussi, vous avez la sécurité alimentaire qui est assurée avec des semences améliorées. Enfin, avec les semences améliorées, vous passez par exemple de 250 kg à l'hectare à 1 tonne à l'hectare. Vous gagnez 3 hectares. Ces 3 hectares peuvent vous servir à quoi? À faire de la diversification ou bien à gérer le patrimoine foncier. Donc, il y a la préservation de l'environnement qu'il y a derrière cela. Ces avantages comparatifs ont certainement motivé la création ici à Abidjan en 1998 du réseau des sémenciers africains par 40 pays. 16 ans après, en 2014, experts de la Banque africaine de développement, de la FAO, décideurs politiques ivoiriens ont revisité ce champ sémencier qui a suscité beaucoup d'espoir. Résultat, les semences mises en terre sur les bords de la lagune brillée n'ont pas prospéré. Pourquoi? En attendant d'apporter les réponses objectives à cette interrogation, il faut souhaiter que le Forum sur la Révolution verte soit une opportunité pour faire germer le plan de développement sémencier africain, une autre graine sélectionnée à Abidjan en 2014. Nous reviendrons donc largement ce soir sur la 7e édition du Forum sur la Révolution verte, forum ouvert ce matin en présence des présidents Alassane Ouattara et Ellison Johnson Sirleaf, Olusegun Obasanjo du Nigeria, Kikwete de la Tanzanie, Kufuor du Ghana et du Premier ministre du Togo. L'ouverture de ce forum coïncide avec la rentrée gouvernementale. Le chef de l'État et les ministres se retrouvent aujourd'hui au palais présidentiel. Un conseil des ministres donc ce mercredi après-midi. Plusieurs dossiers sur la table pour le bien-être des Ivoiriens. Il faut rappeler qu'au lendemain de la fête de l'indépendance, le 7 août dernier, les membres du gouvernement ont pris leurs vacances. Le président Alassane Ouattara avait mis à profit ses vacances pour se rendre en France. Au cours de ce séjour, le chef de l'État a été reçu le 31 août par le président français Emmanuel Macron. Dans l'actualité économique, disons que la Banque d'Abidjan s'installe. Hier, le Premier ministre a lancé officiellement les activités de cette banque, fruit d'un partenariat avec la Poste de Côte d'Ivoire qui en détient 20% des parts. La Banque d'Abidjan vient rejoindre les 27 banques et établissements financiers opérant déjà en Côte d'Ivoire, nous dit Gabriel Zani. Le groupe BDK s'allie à la Poste de Côte d'Ivoire pour créer la Banque d'Abidjan, la BDA. Le but, booster l'activité de la Poste ivoirienne. Le lancement de la BDA, la nouvelle banque, a eu lieu en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, accompagné de quelques membres du gouvernement. Ce partenariat entre BDK Financial Group et la Poste ivoirienne va rendre le paysage bancaire très compétitif, selon Bernard Kouchner, ancien ministre français et administrateur du groupe financier BDK. Cette affaire, cette aventure, cette grande aventure, nous avons confiance dans l'avenir de l'Afrique et nous sommes des amis de l'Afrique. Alors, j'ai été enthousiasmé par la volonté, non pas de réussir, mais la volonté de construire, la volonté d'investir en Afrique. Le capital de la Banque d'Abidjan est de 15 milliards de francs CFA et pourrait passer à 17 milliards d'ici la fin de l'année. La Poste ivoirienne a 20% des actions à côté du groupe BDK qui en détient 80%. Dans ce partenariat, il faut y voir le redécollage de la Poste. Je suis heureux que les échanges avec le groupe BDK qui avaient été entamés sous l'angle d'un simple contrat de location de bureau, a été porté si loin, car au final, nous avons conclu un véritable partenariat public-privé dont la mise en œuvre profitera aux deux parties. Pour la Poste de Côte d'Ivoire, il faut mentionner qu'elle en profitera dans la réalisation de ses missions au service de nos populations,
notamment au plan de la lutte contre la pauvreté, en donnant une alternative bancaire aux populations à faible revenu. Devant ce parterre de financiers et de chefs d'entreprise, réunis à l'occasion du lancement de la Banque d'Abidjan, Adama Koné, le ministre de l'économie et des finances, exprime sa satisfaction face à l'engagement que le groupe BDK prend à investir en Côte d'Ivoire. Avec la Banque d'Abidjan, la plateforme bancaire de la Côte d'Ivoire se renforce un peu plus et compte désormais 28 banques. Je voudrais saisir l'opportunité qu'offre la présente cérémonie d'inauguration du siège de la BDA pour insister sur le rôle primordial des banques dans le financement de l'économie. En effet, depuis 2012, le secteur financier connaît une bonne dynamique, marquée par la présence renforcée de nouvelles banques sur le marché national, permettant à ce secteur de contribuer à l'amélioration des conditions de financement de l'économie. Pour le Premier ministre, le financement de l'économie demeure l'un des plus grands défis des banques. Il faut donc investir dans les PME, les petites et moyennes entreprises. En effet, le potentiel de développement des PME est un véritable atout à capitaliser, car elles représentent plus de 80% du tissu économique de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'invite le secteur financier à soutenir les efforts du gouvernement dans l'accompagnement et le développement des petites et moyennes entreprises. Au vu de ces nombreuses attentes, le gouvernement est heureux d'accueillir en Côte d'Ivoire la multinationale BDK Financial Group à travers sa filiale, la Société ivoirienne des finances. Et ses trois composantes, notamment la Banque d'Abidjan, Crédit Cash et Cash Cash. La BDA est une filiale de la Société ivoirienne des finances, SIF, créée par le groupe BDK et la Poste de Côte d'Ivoire. Pendant que BDK apportera des services financiers diversifiés et innovants, la Poste de Côte d'Ivoire offrira sur un plateau sa connaissance du marché et son réseau déployé à travers le pays depuis des années. Au niveau de la coopération, le président de la commission de la CEDEAO a eu une séance de travail avec le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Il s'agissait pour les deux hommes de faire le point de la coopération entre la CEDEAO et le Conseil de l'Entente. On fait le point avec Abou Sanogo. Le Conseil de l'Entente et la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, font le point de leurs relations. C'est le sens de la visite de travail et d'amitié du président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza, au secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Patrice Kwame. Laquelle visite de travail et d'amitié s'inscrit dans le cadre d'un accord de coopération entre les deux organisations signé il y a un an. Nous avons demandé à nos cadres et nos experts de faire une réunion à Lomé pour leur tracer une feuille de route. Et c'est la mise en œuvre de cette feuille de route-là. Et donc, à ce titre, nous comptons voir si nous avons certains projets, au lieu que la CEDEAO aille directement appliquer ces projets, nous pourrions confier comme maître d'ouvrage délégué au Conseil de l'Entente pour l'exécution de ces projets. Cela donne un peu de la visibilité au Conseil de l'Entente et cela permet au Conseil de l'Entente également de s'affirmer à travers ces travaux. Depuis un an, nous avons signé cette convention de coopération et plusieurs avancées ont été faites, plusieurs réalisations déjà ont été faites. Nous avons pu désigner des points focaux, nous avons pu réunir une réunion technique définissant effectivement la feuille de route et nous sommes au stade où des projets concrets vont être réalisés par les deux institutions, par délégation de la CEDEAO au Conseil de l'Entente. Nous sommes à ce stade-là, de telle sorte que ces projets auront un impact concret sur les conditions de vie des populations. La coopération entre le Conseil de l'Entente et la CEDEAO se manifeste sous toute forme, pouvant permettre aux deux organisations d'atteindre leurs objectifs communs en matière d'échange d'expériences et de ressources humaines, d'échange d'informations et de documents sur les divers aspects de développement économique et social, tant sur le plan de l'économie que sur celui des secteurs et de projets spécifiques. C'est parti pour Ebony 2017. Le prix prend en compte cette année les articles publiés pendant la période du 5 octobre 2016 au 4 octobre 2017. Le dernier délai de dépôt des candidatures est fixé au 27 octobre prochain. La date de réception des dossiers se fera à partir du 6 octobre prochain. Lancement officiel avec Isayo Tiona. Qui succédera à Bénédicte Bolou, Super Ebony 2016? Réponse le 29 décembre prochain à l'occasion de la 19e édition de la Nuit de la communication. Cette année, en dehors des prix déjà existants,
L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, INJCI, a lancé la compétition avec 2 innovations. Il y a 2 nouveaux prix sectoriels qui ont été créés. C'est le prix qui récompense le journaliste qui aura lutté contre l'immigration clandestine. Et il y a un autre prix qui est décerné par l'Union des radios de proximité, qui est le prix de la radio Amis des enfants. L'UNJCI salue cette année le parrainage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dont les services ont proposé le prix du meilleur journaliste, dont les écrits favorisent la destination Côte d'Ivoire. Nous sommes reconnaissants au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a accepté cette année de parrainer la 19e édition du prix Ebony, ce prix d'excellence qui consacre les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire. C'est pour nous le lieu de lui témoigner notre infinie gratitude. Le Super Ebony 2017 partira avec une voiture et un terrain d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Les productions de cette année concernent la période du 5 octobre 2016 au 4 octobre 2017. La réception des dossiers se fera du 6 au 27 octobre prochain. Le jury du prix Ebony sera présidé pour la 4e fois consécutive par Eugène Dié Kakou. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a profité du lancement de cette 19e édition de la Nuit de la communication pour régler le contentieux avec Marceline Nioprousse, journaliste au quotidien Fraternité Matin, Super Ebony 2012. Elle aura dans les tout prochains jours sa villa d'une valeur de 40 millions de francs CFA. La Fondation Bénia International décerne des bourses aux étudiants ivoiriens. L'objectif est de permettre à ces étudiants de poursuivre leurs études supérieures à l'étranger. Chris Diomandé et Franck Quadion. Le sentiment du travail bien fait et le sourire qui va avec, ces 9 étudiants sont les meilleurs de la sélection de la Fondation Bénia International. Ils sont destinés à poursuivre leurs études dans des universités européennes et américaines, des attestations de bourse en guise de récompense au cours de ces Excellences Awards 2017. Nous sommes plus qu'heureux de recevoir ces distinctions. Et en même temps, je crois que ces distinctions nous engagent pleinement à vraiment nous investir dans le développement de notre continent. Je pense qu'il est bien que ce sujet donc, de quête d'excellence soit au cœur de nos activités. L'idée de l'initiateur, la Fondation Bénia International, faire de ses étudiants les élites de demain. La Fondation Bénia promeut l'excellence. Et pour faire cette promotion, elle mobilise des fonds. Et avec les fonds mobilisés, elle octroie des bourses à des étudiants à fort potentiel pour leur permettre d'aller poursuivre leurs études dans les meilleures écoles dans le monde. Bénéficiaire d'une bourse aujourd'hui, de quoi inspirer d'autres jeunes, mais cela obéit à certains critères, entre autres être titulaire au minimum d'un bac à +3. Nous avons d'abord, n'est-ce pas, donc, la performance académique du candidat, son projet d'études, la pertinence de ce projet, sa cohérence, l'intérêt que présente le projet d'études pour la Côte d'Ivoire, la notoriété de l'établissement qui l'accueille pour faire ses études. 20 ans de parcours, la Fondation Bénia International entend multiplier les partenariats pour donner plus de chances aux potentiels candidats à la bourse étrangère. Dans l'actualité sportive, le championnat d'Afrique junior filles, la Côte d'Ivoire est le pays hôte de ce 24e championnat d'Afrique des nations junior filles de handball. 9 pays y prennent part du 4 au 10 septembre. Salif Ouattara. Elles sont 18 Ivoiriennes engagées au championnat d'Afrique des nations junior filles de handball. Une équipe encadrée et soutenue par l'association des anciennes gloires du handball qui espère aller loin dans cette compétition. Objectif, repositionner le handball ivoirien sur la scène internationale. Même défi pour les autorités ivoiriennes qui n'ont ménagé aucun effort à accueillir ce championnat d'Afrique. Lancé le 4 septembre dans la salle de handball rénovée du Palais des Sports, le championnat d'Afrique accueille 9 nations. La Libye, l'Angola, le Cap-Vert, l'Égypte, le Sénégal, la RD Congo, le Mali, la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Cette compétition tombe très bien dans la mesure où c'est une compétition de jeunes filles, de cadettes et de juniors. Tout simplement, nous sommes très contents parce que nous sommes en train de revoir que nous constituons la prochaine génération
Pour leur premier match, les Ivoiriennes étaient face aux Égyptiennes. Plus entreprenantes au départ, les Ivoiriennes se font rattraper avant la mi-temps. Une supériorité égyptienne qu'elles ne pourront égaler. Score tout de même serré, 33-35 pour l'Égypte. À l'étranger, pour terminer, les Antilles et les Caraïbes, et notamment les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, sont entrés dans l'œil de l'ouragan. L'ouragan baptisé Irma vient de passer en catégorie 5, catégorie maximale. Irma a été classé par le Centre américain des ouragans comme l'un des 5 plus puissants ouragans de l'Atlantique de ces 80 dernières années. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Ce soir, vous avez rendez-vous donc avec Marie-Laure Ngoran.